C'est l'heure du Journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, le spectre de la guerre civile qui plane de nouveau sur la Libye, 48 heures après des affrontements à Tripoli qui ont fait 32 morts. Depuis le processus électoral avorté de décembre 2021, le Premier ministre sortant, Abdelhamid Beibe, et le nouveau Fethi Bachara, désigné par le Parlement, se disputent le pouvoir. Décryptage dans un instant avec Hasni Abidi, politologue et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Le recomptage des voix dans 15 bureaux de vote au Kenya, une demande de l'opposant Raila Odinga. Il conteste la victoire à la présidentielle de son rival William Ruto. Nous serons à Nairobi dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous irons en Tunisie où plus de 200 festivals se sont tenus cet été. Une bouffée d'oxygène après la crise sanitaire. Les Tunisiens et surtout les plus jeunes étaient ravis. Reportage à suivre. La Libye risque-t-elle de sombrer de nouveau dans le chaos? Les événements de ces dernières 48 heures laissent en tout cas présager le pire. De violents combats ont secoué Tripoli ce week-end. Le bilan fait état de 32 morts, des affrontements provoqués par la rivalité entre deux hommes, l'ancien Premier ministre Abdelhamid Beibe et le nouveau désigné par le Parlement Fethi Bachara. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce mardi pour débattre de la situation en Libye. Pour en parler, nous sommes en direct avec Hasni Abidi, politologue et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Bonsoir Hasni Abidi, merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors la situation en Libye est très inquiétante, risque-t-elle de dégénérer? Oui, la situation elle est très inquiétante parce qu'on assiste à un blocage et on est passé d'un blocage du processus politique à une crise qui s'aggrave dans la mesure où vous avez un gouvernement qui a été désigné par le Parlement de Tobrouk à l'Est, qui veut prendre la place du gouvernement de M. Beiba, qui est normalement le gouvernement qui a reçu une certaine légalité ou une acceptabilité internationale. Il a tenté de le faire déjà une fois, en mars. Il n'a pas réussi la deuxième fois avec la force. Et on a bien vu qu'il y avait des rivalités encore pour la première fois entre des fractions, certaines fractions qui soutiennent Abdelhamid Beiba et d'autres qui soutiennent Fethi Bachara. Et devant le chaos généralisé dans plusieurs quartiers à Tripoli, Fethi Bachara, soutenu par le camp de l'Est, a préféré plutôt se retirer. Alors qui est responsable de cette escalade? On peut dire que les deux sont responsables. Fethi Bachara insiste sur le fait qu'il a plutôt le Parlement derrière lui, et ça c'est à mon avis le Parlement de l'Est qui est sous la coupe de Haftar prend une responsabilité importante. Et M. Dbeiba qui continue à être le chef du gouvernement, qui prépare les élections, mais son processus d'organisation des élections législatives et présidentielles, il a déjà échoué une fois, parce que je vous rappelle que ces élections ont échoué, ont été prévues au mois de décembre. Il y a une responsabilité collective, parce qu'à la fois à l'Est et à l'Ouest, on a échoué à élaborer quel sera le projet, en tout cas la loi électorale, quel est le processus qui va organiser ces élections qui sont censées être vraiment la sortie de ce blocage politique. Alors Abdelhamid Beiba parle d'ingérence de pays extérieurs. On connaissait l'implication de la Turquie, du Qatar au clan de Faiz al-Sarraj et de l'Égypte et des Émirats de l'Arabie Saoudite auprès du maréchal Haftar. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours aussi clair? Tous ces acteurs que vous avez cités sont toujours présents. Ils n'ont pas abandonné la scène libyenne. Il y a des changements d'alliance parce que Fethi Bachara, qui est de Misrata et qui était plutôt proche du gouvernement de Tripoli, a changé d'alliance. Aujourd'hui, il est proche plutôt du président du Parlement de l'Est. Et évidemment, il garde de bonnes relations à la fois avec le Caire, mais aussi avec Ankara. Donc c'est une configuration qui est mouvante et qui est instable. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, la Turquie a joué un rôle important en étant présente sur le plan militaire. Elle a joué ce rôle de repoussoir contre toute tentative de déstabilisation de Abdelhamid Beiba, qui reste beaucoup plus proche d'Ankara que Fethi Bachara. Alors très rapidement, une réunion se tient ce mardi au Conseil de sécurité de l'ONU autour de la situation en Libye. Que faut-il en attendre? Pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas un consensus au sein du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité va rappeler la nécessité d'organiser de nouvelles élections, la nécessité aussi à ce que les deux instances puissent se mettre d'accord
pour organiser ces élections, c'est important. Mais encore une fois, la solution, elle est libyenne. Elle doit absolument venir d'un sursaut libyen pour enfin se doter d'institutions acceptées par tous les Libyens. Merci beaucoup Hasni Abedi, politologue et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Merci pour votre décryptage. On en vient à la réaction mitigée des leaders politiques guinéens après leur rencontre avec le médiateur désigné de la CEDEAO. L'ancien président béninois Thomas Yahi Boni a rencontré à Conakry les militaires au pouvoir et le nouveau Premier ministre. Il a aussi échangé avec la classe politique guinéenne qui lui a soumis des revendications. La correspondance de Malik Diakité. Toutes les rencontres avaient été menées à huis clos entre Thomas Boni Yahi, médiateur de la CEDEAO, et les différentes coalitions politiques du pays. L'ANAD, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique, une coalition qui soutient Cellou Dalein Diallo, le RPG arc-en-ciel du président déchu Alpha Condé et la branche politique du FNDC de Sidia Touré ont été reçus ensemble par Thomas Boni Yahi. Ils lui ont remis un mémorandum avec leurs revendications et exigences pour leur participation à un dialogue avec les militaires au pouvoir. Nous avons demandé aux médiateurs de faire tout possible pour que les autorités arrêtent l'arrestation arbitraire. Nous avons demandé aussi aux médiateurs qu'aujourd'hui, les 36 mois ont été imposés au peuple de Guinée. Nous voyons aussi qu'il y a des leaders, pas les moindres, qui sont exilés. Pour de quoi? Parce qu'il n'y a pas de justice. Du côté de la coalition des partis politiques pour une alternance démocratique, on sollicite la CEDEAO pour accompagner les militaires au pouvoir. Nous l'avons demandé de rassembler. Nous l'avons demandé d'appeler tout le monde au dialogue. Nous l'avons demandé d'aider le CNRD à réussir cette transition. Nous l'avons demandé de sensibiliser les présidents de la CEDEAO, ne pas sanctionner notre pays, car quand les sanctions tombent, la population est la première à souffrir. Le rapport final de la CEDEAO concernant ces consultations est très attendu par la classe politique. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, favorable à une courte transition, a déjà rejeté les 3 ans de transition proposés par le pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. On en parlait dans ce journal le 20 août dernier. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Eivé Gbagbo, a créé son parti politique, le Mouvement des Générations Capables. Ce mardi, dans une interview exclusive accordée à Marc Perelman, elle s'est exprimée sur sa potentielle candidature à l'élection présidentielle de 2025. Pour elle, rien n'est exclu. Écoutez. J'ai dit que si mon parti décide que je suis la personne la mieux placée en tant que présidente du parti pour me battre à ce niveau-là, bon, je le ferai. Hein. Je n'ai aucune difficulté pour cela. Mais si le parti décide qu'il faut quelqu'un d'autre, eh bien, je m'alignerai à ce que le parti décidera. Je suis une militante très disciplinée, vous savez. Voilà pour cette interview que vous pourrez retrouver sur notre site internet, rubrique Entretien. Le navire de l'espoir, il s'appelle le Brave Commander et il transporte 23 000 tonnes de nourriture vers l'Éthiopie, de la nourriture destinée à des millions de personnes souffrant de la faim. Le bateau est arrivé ce mardi matin au port de Djibouti. Le nord de l'Éthiopie subit une profonde crise humanitaire causée par un conflit qui dure depuis novembre 2020. Laurent Berstecher. Après 2 semaines en mer, le Brave Commander est arrivé à bon port. À bord, 23 000 tonnes de blé ukrainien qui devraient soulager une partie des besoins alimentaires en Éthiopie. La nourriture transportée par ce navire permettra de nourrir 1,5 million de personnes pendant 1 mois en Éthiopie. Cela a donc un impact très important pour ces gens qui n'ont actuellement rien. La cargaison du navire doit maintenant être acheminée depuis Djibouti vers l'Éthiopie, où la sécheresse, les conflits et l'effondrement économique font planer l'ombre de la famine. Lundi, les Nations Unies faisaient une nouvelle fois part de leur inquiétude face à la crise, dans un pays plongé dans une violente guerre civile depuis près de 2 ans. La situation humanitaire dans le nord de l'Éthiopie reste extrêmement préoccupante. Nous appelons encore une fois toutes les parties du conflit à immédiatement autoriser l'acheminement d'aide et de personnel humanitaire vers le nord du pays. Face à l'urgence, l'ONU avait œuvré le mois dernier pour la signature entre Kiev et Moscou d'un accord permettant à 3 ports ukrainiens de reprendre les exportations de céréales.
Mais l'arrivée du Brave Commander à Djibouti est loin de résoudre tous les problèmes dans la Corne de l'Afrique, une région où le Programme alimentaire mondial estime que 82 millions de personnes ont besoin d'aide alimentaire. Raila Odinga a remporté une bataille. L'opposant kényan qui conteste la victoire de son rival à la présidentielle, William Ruto, a obtenu le recomptage de 15 bureaux de vote et l'accès au serveur de la commission électorale. Les précisions de notre correspondant Nairobi, Bastien Renouille. C'est un premier point positif pour le parti Azimio la Umoja de Raila Odinga. Depuis l'annonce des résultats de cette élection présidentielle, ils le demandent. Ils vont pouvoir recompter les voix de 15 urnes dans 15 bureaux de vote différents afin de s'assurer que les résultats qui ont été décomptés sur place correspondent bien aux résultats qui ont été annoncés par la commission électorale ici à Nairobi. Lors de ce décompte, ils seront accompagnés de membres du parti UDA de William Ruto afin de s'assurer qu'ils soient d'accord quant au nombre qui seront annoncés et ils seront encadrés par la police afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Le parti Azimio la Umoja va aussi avoir accès au serveur de la commission électorale. Il dénonce un piratage qui aurait pu aboutir à des changements de formulaire, ce qui aurait faussé le résultat de cette élection présidentielle. Ils vont pouvoir analyser ces données et auront jusqu'à jeudi 14h pour annoncer leurs conclusions à la Cour suprême. Une Cour suprême qui prendra ces conclusions en compte dans sa délibération. Elle aura jusqu'au 5 septembre pour annoncer son verdict. En Tunisie, la saison des festivals d'été vient de s'achever avec près de 250 événements à travers le pays. Cette reprise après 2 ans de pandémie est très appréciée du public tunisien. Lilia Blaise et Hamdit Lili se sont rendus dans 2 festivals reportages. De la musique classique dans un amphithéâtre romain qui date du IIe siècle. À El Jem, le festival est une institution car il présente des orchestres internationaux depuis plus de 30 ans. Et il fait vibrer les spectateurs tunisiens qui découvrent d'autres cultures musicales. J'adore à cause de la magie du lieu et l'éclairage avec les bougies. On écoute de la musique classique, c'est doux, ça relaxe et ça fait oublier le stress du quotidien. Cette année, le festival célèbre aussi de jeunes talents tunisiens comme les choristes du projet Tunisia 88 qui vise à instaurer dans chaque collège et lycée des clubs de chant. Ces choristes sont venus de toutes les régions de la Tunisie pour chanter des paroles en hommage à la célébration de la journée des droits de la femme dans le pays, comme Fatma, membre d'un club de Mednine, ville au sud du pays. C'est vraiment important pour des jeunes comme moi d'avoir accès à de nouvelles choses. Par exemple, la musique classique, ce n'est pas forcément pour tous les publics, mais au moins on découvre. Après les projections du soir, en journée, les étudiants travaillent dans des ateliers en plein air, une démarche basée sur un réseau de bénévoles qui encourage les jeunes, pas seulement à produire des films. On essaye de former les jeunes, les préparer pour la vie dans tous les sens, l'engagement, le bénévolat, le travail collégial. Un apprentissage pour affirmer sa créativité dans un pays où la jeunesse, très touchée par le chômage et la crise économique, a encore besoin de rêver. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.